Nous voici rendus à la troisième lecture du contrat, c'est-à-dire celle où on va chercher les omissions. Quelle est la pire omission de ce contrat? Il y en a quelques-unes. Alors j'ai du mal à me décider, et je pense quand même qu'il y en a une qui mérite une mention spéciale, c'est la clause d'arbitrage. Regardez-la de près. C'est une clause qui, en apparence, est assez classique, qui renvoie à un arbitrage qui est l'arbitrage de la Chambre de Stockholm, qui est également une chambre assez classique. C'est une institution arbitrale qui est bien connue, spécialement d'ailleurs dans les litiges Est-Ouest et depuis très longtemps. Donc en soi, rien de bien spécial là-dedans, à un détail près et non des moindres. Le détail en question, c'est le fait que cette clause fait mention de litiges en relation avec l'interprétation du contrat. Or, une clause d'arbitrage s'interprète toujours restrictivement. L'arbitrage, c'est le choix de soumettre son différend à un tiers privé. C'est un droit que l'on a en matière commerciale, mais à l'inverse, une clause d'arbitrage est une clause qui aboutit à une renonciation à son droit naturel d'aller devant un tribunal. Donc, cette renonciation à un droit élémentaire qui est le droit d'aller devant un juge est une renonciation qui s'interprète restrictivement. C'est-à-dire que ce qui n'est pas expressément indiqué est considéré comme ne faisant pas partie de la clause. Donc, on parle ici d'interprétation. Cela veut donc dire que tous les litiges relatifs à autre chose qu'à l'interprétation, c'est-à-dire en l'occurrence à l'exécution du contrat, ne relèvent pas d'arbitrage. C'est catastrophique. C'est catastrophique parce que si vous dites « je soumets ce volet-là à l'arbitrage » sans prévoir que tout sera soumis à l'arbitrage, cela signifie qu'un autre volet du contrat, lui, relèvera des tribunaux. Alors si les arbitres disent non, en fait, c'était bien nous, et interprètent de cette façon-là, eh bien, ce faisant, ils outrepassent leur mandat. Leur mandat est défini par le contrat, et le risque, c'est évidemment que la sentence qu'ils seront amenés à rendre soit rejetée par les tribunaux lors de la demande d'exéquatur, lorsque l'on demandera l'exécution judiciaire de la sentence arbitrale. Une clause d'arbitrage doit être parfaitement rédigée, et c'est la raison pour laquelle, si vous allez sur le site d'une grande chambre d'arbitrage, Stockholm, mais ça peut être London Court of International Arbitration, la Chambre de commerce internationale à Paris, vous verrez, il y a des clauses types qui sont fournies par les chambres d'arbitrage elles-mêmes pour éviter ce genre de malentendu. C'est quelque chose d'extrêmement problématique. C'est peut-être la seule dimension du contrat dont j'estime qu'elle requiert un juriste. Soit vous allez chercher la clause type auprès de la chambre d'arbitrage concernée, soit vous demandez à un juriste de l'écrire pour vous, mais si vous n'êtes pas juriste, je ne vous conseille pas d'essayer de l'écrire à partir d'une page blanche. Je vais illustrer tout cela, ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres que je viens de vous donner, je vais illustrer tout cela avec beaucoup d'erreurs possibles que l'on peut commettre dans une clause d'arbitrage. Il y a de cela bien des années, des collègues ont écrit un article à propos de ce qu'ils ont appelé les clauses pathologiques d'arbitrage, c'est-à-dire les clauses qui présentaient un défaut, qui les rendaient, selon le cas et selon la pathologie en question, curables ou incurables. Nous allons en voir quelques-unes. Celle-là, c'est celle qu'on pourrait appeler la clause boiteuse. Alors regardez là. Tout différend découlant du présent contrat sera tranché suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la CCI siégeant à Genève. Quel est le problème? Si vous regardez, ça ne saute pas aux yeux. Si vous creusez un tout petit peu, vous allez comprendre. Genève, pour des raisons obscures, tout le monde est persuadé que quand on parle d'arbitrage, ça doit se passer à Genève. Je suppose que c'est quelque chose qui est associé à l'image de neutralité de la Suisse. Il se trouve que la CCI n'est pas à Genève, elle est à Paris. Bon, une clause rédigée comme celle-là, ceci dit, est une clause curable. Il suffit qu'on saisisse la CCI à Paris et qu'on demande aux arbitres qui seront nommés par la CCI de Paris d'aller à Genève. Ça nous coûtera juste quelques frais de transport et d'hôtel, mais c'est une clause qui est curable. Autre clause, c'est une clause potestative.
Nous nous soumettons à l'arbitrage en cas différent, et l'arbitre, c'est un arbitre choisi par moi. Bon, il est évident, moi, la partie demanderesse, bien sûr. Alors, c'est quoi la partie demanderesse? Bon, c'est problématique. C'est quoi un arbitre nommé par une partie et pas par l'autre? C'est problématique. Concrètement, il y a une incitation, évidemment, à être la partie demanderesse pour pouvoir choisir l'arbitre. Donc, dans une hypothèse comme celle-là, c'est catastrophique parce qu'on ne cherchera jamais à régler le différend à l'amiable, on se précipitera sur l'arbitrage pour être sûr d'être la partie en mesure de désigner l'arbitre. Deuxièmement, si on désigne l'arbitre, évidemment, on désignera un arbitre qui nous est favorable, ce qui pose un petit problème d'équilibrage. C'est la raison pour laquelle cette clause est très probablement potestative, donc incurable. Donc, dès lors qu'une clause d'arbitrage est incurable, eh bien, on retourne devant le tribunal. Le problème, quand on est dans un contrat international et qu'on a une clause d'arbitrage incurable, et donc qu'on n'a pas nommé un tribunal judiciaire classique, c'est qu'on ne sait pas devant quel tribunal aller. Et là, on va se heurter à un problème que l'on a déjà évoqué ensemble, qui est le problème du forum shopping, c'est-à-dire qu'on va tenter notre chance, vous, dans le tribunal que vous estimez le plus intéressant pour vous, et moi, évidemment, dans un autre que j'estime plus intéressant pour moi. Donc, c'est une clause catastrophique. Là, vous avez ce qu'on appelle une clause anémique. Regardez-la bien. Quel est le problème? Il y en a deux, en fait. Le premier, c'est le plus manifeste, c'est qu'il est très probable que nous ne nous mettrons jamais d'accord. Donc, en fait, une clause comme celle-ci peut ne jamais aboutir à la saisine d'un arbitre. Donc c'est une clause incurable. Et je profite de cette occasion pour vous signaler qu'un arbitre est toujours une personne physique. Donc quand on nomme la CCI, c'est un raccourci. En réalité, on dit « je nomme un arbitre personne physique relevant des listes de la CCI » ou qui sera nommé par le président de la CCI. Donc, rappelez-vous, on ne nomme jamais une personne morale arbitre. Là, nous avons une clause que l'on pourrait appeler schizophrénique. Lisez-la. Excusez-moi. Quand vous la lisez, c'est une clause qui est assez curieuse, puisque d'un côté, elle renvoie à l'arbitrage, et d'un autre, elle renvoie aux tribunaux judiciaires. Quel est le problème? Le premier problème, c'est l'hypothèse d'un désaccord entre les arbitres. Ce qui importe, c'est qu'il y ait une décision. Pour qu'il y ait une décision, cela suppose qu'il y ait une majorité. L'hypothèse d'un désaccord, là, renvoie implicitement à un nombre pair d'arbitres. Or, un nombre pair d'arbitres, ce n'est pas possible parce que ça n'aboutit jamais à une décision, ou alors cela suppose l'unanimité des arbitres, ce qui est impossible, puisque je vais nommer un arbitre qui me sera toujours un peu favorable, et vous allez nommer un arbitre qui vous sera toujours un peu favorable. Le deuxième problème de cette clause, c'est qu'elle est complètement incohérente. Le but d'une clause d'arbitrage, c'est d'éviter les tribunaux, d'une part, et d'éviter l'appel, d'autre part. Et là, on se retrouve d'une part avec l'appel, et d'autre part avec un appel devant un système judiciaire. C'est parfaitement incohérent. Ceci dit, cette clause est curable. Elle est exécutable, dans le sens où on peut effectivement imaginer qu'on a un niveau, éventuellement un désaccord, parce qu'on n'a pas l'unanimité, même si on a un nombre impair d'arbitres, et puis qu'au nom de cette unanimité qu'on n'a pas trouvée, on est devant un tribunal. Simplement, ça va être très très long et très très cher. Donc c'est théoriquement possible et pratiquement insensé. La clause blanche, c'est la clause qui effleure le débat, mais qui n'est pas très éloignée de la page blanche en fait. Tout différent net du présent contrat sera réglé par la voie d'arbitrage. Dire cela ou ne rien dire, c'est à peu près la même chose puisqu'on ne sait pas quelle est la voie de l'arbitrage qui a été choisie par les parties. C'est beaucoup trop vague. Ça veut dire que après le litige, il faut que nous nous mettions d'accord sur la façon de le régler et donc ça peut durer indéfiniment. Ce que vous avez là, c'est encore une fois une clause incurable. Ce qu'on a vu, c'est quelques clauses mal écrites. Vous observerez, en les relisant, qu'il est assez facile de mal écrire une clause d'arbitrage, c'est ce que je vous disais au début. La clause d'arbitrage, c'est quelque chose qui doit être très précis.
Donc, soit vous prenez une institution arbitrale, mais ça suppose que vous ayez les moyens de vous l'offrir. Et dans ces conditions, vous aurez une clause toute faite qui vous sera proposée dans la langue que vous voulez par l'institution en question. Donc, si vous voulez une clause d'arbitrage en chinois, en serbo-croate ou en swahili, c'est possible. Cela vous sera offert par la chambre d'arbitrage en question et elle sera donc juridiquement parfaite. Maintenant, aller devant une chambre comme celle-là, c'est évidemment quelque chose qui peut vous coûter très cher. Soit vous n'avez pas les moyens de faire cela et vous faites la clause vous-même. Dans ces conditions, je ne peux que vous encourager à demander à un juriste de le faire parce que là, on est moins sur un terrain contractuel et plus sur un terrain extrêmement contraint sur un plan juridique. Je vous remercie.